Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout dernier récit à la rencontre entre théorie et fanfiction pour tenter d'imaginer ce que pourrait être la conclusion de cette incroyable saga qu'est Game of Thrones. Déjà merci à tous ceux parmi vous qui ont déjà regardé les 5 premiers épisodes de cette série qui tente donc d'imaginer, de proposer un déroulement possible pour cette 8e et dernière saison de Game of Thrones. Et puis au passage, sachez que ces idées sont les miennes, même si au fil des dernières années j'ai pu consulter 1001 sources sur ce vaste univers, et bien ce que je vous propose, ça sort de ma plume, de mon esprit, même si évidemment on pourra retrouver des bribes par-ci et par-là dans l'immensité du net. Le roi de la nuit avance. Il s'est éloigné des ruines fumantes de la capitale des 7 royaumes. Déjà derrière lui, on devine les silhouettes de quelques spectres. Pas de chance pour ces survivants qui avaient choisi de fuir la cité par la terre ferme, d'avoir croisé son chemin. Un premier bourg un peu isolé se dessine dans une aube qui abdique déjà dans sa lutte contre les ténèbres. Ces ténèbres qui accompagnent le roi de glace depuis les confins du Grand Nord. Malgré tout, la petite ville se réveille, et justement une alarme retentit. Mais dans les yeux du roi, rien de nouveau. L'inexorable tâche doit reprendre. Il est grand temps de reconstituer une armée. Retour à la flotte qui était celle de Euron Greyjoy. Mais Euron lui-même n'est plus maintenant qu'un petit extra de nourriture pour les crabes, et des dizaines de milliers de survivants au moins sont tassés sur ces navires. En cet instant toutefois, face à face, Jon et Daenerys sont comme seuls au monde. En effet, pendant cette terrible bataille de Port-Réal, ils ont failli se perdre, et ce sentiment de se retrouver ne peut que renforcer la certitude de leur amour, malgré tout ce qui pourrait les désunir. Et Daenerys est même habitée par cette intuition, cette conviction que cet enfant dans ce ventre qui s'arrondit à peine a bel et bien survécu à la terrible chute qui a été la sienne lors de son affrontement contre Viserion et surtout son maudit cavalier. Et enfin, le secret de cette vie naissante est confié à Jon qui ne peut s'empêcher de sourire. Pourtant Daenerys devine le voile qui passe aussitôt dans le regard de celui qu'elle aime. Et Jon sent bien son interrogation muette et il s'explique. Jamais il ne permettra que son enfant soit perçu comme un bâtard. Daenerys lui répond qu'il s'agit sans doute de la pire demande en mariage qu'on puisse imaginer, ce qui ne l'empêche pas d'accepter. Alors que les amants s'enlacent, on découvre Sam qui les observe du coin de l'œil, puis qui regarde Bran, qui semble lui toujours impassible et perdu dans des souvenirs qui ne sont pas vraiment les siens. Et Sam se demande comment trouver la force de parler à Jon. Et malgré ce moment intense mais fugace de bonheur qu'ils partagent, aussi bien Daenerys que Jon ont parfaitement conscience de la gravité du moment qui les entoure, avec toute cette folie, tous ces morts, cette catastrophe de Port-Réal. Et d'ailleurs, à quelques mètres, sur le pont du même navire, Tyrion apprend avec une immense tristesse qu'il est le dernier héritier des Lannister, alors que Brienne lui raconte les derniers instants de Cersei et Jaime dans la salle du trône. Sans oublier la perte de Varys, et Davos peut en témoigner, celui qui n'était connu que pour ses complots, a pourtant donné sa vie pour laisser une chance aux vivants de l'emporter sur l'armée des morts. À quelques pas, Arya et Gendry sont aux côtés de Sandor qui ressent maintenant durement les effets des blessures infligées par la montagne. Et alors que les fumées dégagées par l'immense incendie qui ravage encore Port-Réal se laissent deviner à l'horizon, Sandor dit laconiquement « Putain de feu, on est mieux sur ces coquilles ». Et les plus attentifs pourraient peut-être remarquer cette légère pointe d'affection dans le regard qu'Arya lance alors à Sandor. Et pour ce qui est de Gendry, eh bien il n'a pas pu détourner ses yeux du brasier qui a emporté la ville qu'il a vu naître tant qu'on pouvait encore l'apercevoir à l'horizon. Puis Daenerys et Jon vont retrouver Yara Greyjoy. Elle reste digne et fait bonne figure, mais elle revit en boucle la mort de son frère Théon durant leur combat contre Euron. Toutefois, puisqu'il faut bien tenter d'aller de l'avant, Yara demande alors à Jon et Daenerys ce qu'ils envisagent pour la suite. Sur ce, on retrouve Sansa Stark et Lyanna Mormont aux Airiers, dans le Val d'Arryn. Les survivants du siège de Winterfell sont arrivés sains et saufs au Val, même si la question de l'approvisionnement se fait problématique. Et Lyanna est en train d'apprendre les bonnes manières à Sweet Robin, avec quelques paroles bien senties, alors que Sansa lit une missive reçue par Corbeau. Et c'est ainsi que Sansa annonce à Lyanna qu'elles sont toutes deux invitées au mariage de son frère Jon sur Dragonstone, l'île de Père Dragon. Et sur cette île, on retrouve Tyrion et Jon en pleine discussion, et avec son esprit habituel, Tyrion remarque que c'est avec un grand plaisir qu'il aurait partagé ses conseils à Jon sur la vie conjugale, mais que son expérience en la matière est des plus limitées, ce à quoi Jon rétorque en haussant un sourcil « Mais vous n'êtes pas marié à ma sœur Sansa ?» Et Tyrion hoche la tête. C'est un peu compliqué, mais je suppose qu'on peut considérer que oui, en effet, voilà une situation à peine embarrassante. Puis Tyrion revient sur la question du trône, qui va gouverner? Jon réplique qu'il n'a jamais désiré le pouvoir, que c'est surtout là le rêve de Daenerys, qui a d'ailleurs l'étoffe d'une grande reine, et puis de toute façon, se projeter sur ce type de futur, alors que la menace du roi de la nuit est toujours présente, ça ne tient pas vraiment debout. Un peu plus tard, on retrouve Samwell Tarly en grande discussion avec Bran, et on vient toquer à leur porte. Il s'agit de Jon, il veut tout simplement savoir s'ils ont le début d'une piste pour se débarrasser de leur terrible adversaire, et même si Sam lui répond par la positive,
on sent déjà la tristesse sur son visage. Quelques jours plus tard, on retrouve Jon et Daenerys alors qu'ils échangent leurs vœux au cœur d'une chapelle consacrée à la foi des Sept, qui est située à Père-Dragon. En effet, les Targaryens s'étaient convertis à la foi des Sept à l'arrivée d'Aegon le Conquérant. Les deux jeunes mariés sont entourés de tous leurs proches encore en vie, et il y a notamment là Sansa, qu'on devine en train de réfléchir alors qu'elle regarde Tyrion qui est allé féliciter les tourtereaux. Le lendemain, suite à une fête sur laquelle pesait encore malheureusement le poids de la tragédie qui se joue à Westeros, on retrouve à l'extérieur, sur un promontoire rocheux et face à la mer, Jon et Arya. Le visage d'Arya est fermé et on sent que Jon a déjà parlé et qu'il lutte pour trouver des mots différents pour la réconforter ou la convaincre de quelque chose. Une larme coule sur la joue d'Arya, mais elle se tourne vers son frère et lui dit « Je le ferai ». On sent qu'elle hésite à se jeter dans ses bras, mais elle n'est plus vraiment la petite fille insouciante de Winterfell. Elle ajoute « Tu as quelqu'un d'autre à convaincre », avant de laisser Jon seul face à la mer. Daenerys est avec Sansa et Gilly quand Jon vient la retrouver, mais la mine très sérieuse de Jon suffit à leur faire comprendre qu'il doit parler seul à la mère des dragons, ou plutôt à la mère du dragon, puisqu'en effet il ne reste plus que la grande et majestueuse silhouette de Drogon pour planer au-dessus de Père Dragon. « Je suis venu te parler du roi de la nuit. Ce matin encore, Bran m'a fait part de ses visions. Une nouvelle armée se lève, des gens meurent encore par milliers, et il avance sur Dorne. Nous devons l'arrêter, il existe un espoir de solution, un rituel. » C'est alors que Jon lui explique. Et dans un premier temps, Daenerys refuse. Il ne peut pas la laisser maintenant, elle porte leur enfant, il ne peut pas l'abandonner, la trahir. Et elle s'emporte, elle crie, elle pleure, alors que Jon l'enserre tout simplement dans ses bras. Un peu plus tard, Jon échange quelques mots avec Tyrion, Davos, Sansa et Ser Jorah. On n'entend pas la nature exacte des paroles échangées, mais il y a de la solennité et beaucoup d'émotion. Tout est donc acté et décidé. Daenerys emportera Jon, Arya, Bran et Sam sur l'île aux Faces, située au milieu du lac Œil-Dieu, dans le Conflent. Alors oui, Jon a vaguement essayé de la dissuader de l'accompagner, mais personne ne dicte vraiment à Daenerys Stormborn ce qu'elle fera. Le voyage est plutôt rapide, jusqu'à cette île aux Faces, un endroit laissé intact et vierge depuis des milliers d'années. Et c'est là, selon la légende, que fut passé le pacte entre les enfants de la forêt et les premiers hommes pour mettre fin à leur conflit. Alors que Drogon s'y pose, on découvre que de très nombreux barals, ces arbres blancs, avec le visage rouge qui a été gravé par les enfants de la forêt, recouvrent cette île, et c'est Bran qui les guide. Il est comme mené par un savoir immémorial, et il les mène jusqu'à un arbre particulièrement ancien et majestueux, plus encore que les autres. Et alors que Drogon décide de survoler les environs, on découvre, vu du ciel, que le petit groupe se situe comme au centre d'une immense spirale composée de tous ces arbres. Doucement, Jon va alors embrasser tous ceux qui l'ont accompagné ici, et Daenerys serre les dents, elle garde la tête haute, alors que Jon va s'adosser contre le tronc blanc, juste sous le visage rouge et sévère. On voit alors que Daenerys prend dans la sienne la main de Jon, et elle la tiendra jusqu'au bout. Les yeux de Bran se révulsent et deviennent laiteux. Des mots dans une autre langue sortent de sa bouche, alors que sa paume est en contact avec l'antique Baral. Sur une pierre plate, en face de lui, on découvre qu'Arya a déposé la dague d'acier valyrien, celle qui était destinée à tuer Bran. Celui qui est maintenant devenu la nouvelle corneille aux trois yeux est comme parcouru d'un frisson, et il annonce maintenant. Une dernière fois, Daenerys proteste. « C'est de la folie, ne le fais pas !» Et Jon lui répond qu'il ne peut pas laisser les gens de Westeros mourir alors qu'il est là à ne rien faire. Il n'y a qu'une seule solution. Il l'embrasse une dernière fois, et il regarde Arya en hochant la tête. Inexorablement, Arya approche. On voit couler sur ses joues ses larmes, mais sa main reste sûre, et elle tient la dague nimbée du pouvoir du rituel, et la plonge dans le cœur de son frère adoré. Jon est comme paralysé, il s'accroche, sa bouche s'ouvre grand dans un cri muet de douleur, au fur et à mesure que son iris semble changer de couleur. On retrouve le roi de la nuit alors qu'il avance à la tête d'une nouvelle petite armée dans le paysage semi-désertique du nord de Dorne. À l'horizon, la forme d'un dragon se dessine sur le ciel, et le roi de la nuit darde sur lui ses yeux glaciaux, mais le dragon ne s'arrête au sol que quelques instants avant de reprendre son envol. C'est Jon que le dragon vient de déposer, il avance, seul, droit sur l'armée des morts. Et on devine sur la gauche une tour isolée sur un promontoire rocheux, la tour de la joie, le lieu de sa naissance. Et Jon marche avec grand griffe dégainé, il a l'arme au poing, mais les spectres avancent vers lui et sur un ordre du roi de la nuit, se mettent à courir pour le mettre en morceaux. Obnubilé par l'arrivée de Jon, le premier des marcheurs blancs n'a pas prêté attention au retour de Drogon, qui vient d'un souffle puissant réduire en poussière la colonne de morts qui fonçait vers Jon. Et il est temps pour la chanson de glace et de feu de sonner ses dernières notes. Jon prend de la vitesse et atteint le roi de la nuit. Un duel d'une violence et d'une rapidité surhumaine s'ensuit. Attaques précises, feintes, ripostes et parades s'enchaînent. Coups de taille et d'estoc, fentes et contre-pieds. Les adversaires virevoltent sous le regard aveugle de cette tour où la chanson a poussé ses premiers cris. Soudain, un impact, le roi de la nuit se fige, s'écroule, et avec lui tous les spectres qui tombent en poussière. Jon reste seul. Il n'est pas haletant puisqu'il ne respire plus vraiment.
Son visage a la teinte de la craie et ses yeux sont d'un bleu déjà plus glacial qu'il ne l'était au moment du rituel. Il regarde vers le ciel, vers Drogon, qui n'a nul cavalier. Et oui, une promesse avait été faite, il ne fallait pas davantage exposer leur enfant. Daenerys, bouleversée, est à Dragonstone, ainsi que Bran qui, à distance, avait pris le contrôle du dragon. Seul encore une fois, mais pour toujours, entre le monde des vivants et des morts, Jon se met en marche vers le nord. Depuis cet ultime affrontement, quelques semaines ont passé et la vie commence doucement à reprendre ses droits alors qu'on découvre des ouvriers qui sont en train de reconstruire aussi bien à Winterfell qu'à Port-Réal. Daenerys, elle, a souhaité rester à Dragonstone et sa grossesse se fait évidemment de plus en plus visible. Alors que la jeune reine est comme perdue dans ses souvenirs, Davos vient lui annoncer l'arrivée d'un bateau avec à son bord quelqu'un qui demande audience. Il s'agit d'un certain Daario Naharis. Un peu étonnée et aussi curieuse de savoir ce que cela pourrait signifier éventuellement quant à la situation politique sur Essos, Daenerys décide de recevoir le mercenaire. Mis au courant de son arrivée, Ser Jorah vient recevoir Daario et lui demande des nouvelles de Meereen tout en l'accompagnant jusqu'à la salle du trône. Daenerys pose les yeux sur Daario, mais son regard est comme vide et froid. Que viens-tu apporter comme nouvelle qui nécessite de te déplacer en personne? Qui dirige en ton absence? Et alors qu'il entend cette question, Ser Jorah est soudain pris d'un doute. Il se retourne et observe la dague que Daario porte à sa ceinture, le manche. Le manche n'a pas la forme d'une femme dénudée. « Khaleesi !» hurle Jorah en fonçant sur Daario. Celui-ci, vif comme l'éclair, a déjà dégainé et plante sa lame entre les côtes du chevalier Andal. Alors, malgré toute sa volonté, toute son énergie, Jorah est obligé de mettre un genou en terre. À vrai dire, ce coup devrait déjà lui être fatal, mais il met toutes ses forces. Il agrippe le poignet de Daario et il appelle à l'aide, il appelle à la garde. Et justement, 2 sentinelles surviennent, mais Daario les abat avec une rapidité et une dextérité exceptionnelles. Malgré la situation, Daenerys ne cède pas à la panique. Elle pense avant tout à la survie de son enfant. Elle court vers une sortie, et Daario finit par se libérer de Jorah, il est presque déjà sur elle. In extremis, une lame vient dévier celle du tueur, celle d'Arya. Un combat s'engage, mais Daario se révèle extrêmement rapide, doué et précis. Arya a enfin recours à l'enchaînement qu'elle avait testé contre Brienne à l'entraînement. Sa dague vient dégorger Daario, alors que la lame de l'homme vient s'arrêter à quelques centimètres du visage d'Arya, et Daario s'effondre, et on dirait qu'une sorte de fierté se lit sur son visage. Jaqen H'ghar. Un flashback nous révèle alors une missive que ceux-ci avaient envoyée à Braavos, et plus précisément au Sans-Visage, avant que le siège sur la capitale ne commence. Elle avait commandité l'assassinat de Daenerys. Alors que Jaqen meurt cette fois pour de bon, Arya lui dit « une vie pour une vie ». Daenerys, elle, est auprès de Jorah Mormont. Elle lui tient la main et éponge son front, et Jorah lui demande, dans un soupir, de vivre une vie longue et heureuse avant de succomber. Suite à ces événements, plusieurs mois encore s'écoulent et on découvre ce que sont devenus les survivants. Pour rembourser doublement la dette Lannister, Bronn a hérité des jumeaux, le château des Frey, et il n'a eu que l'embarras du choix pour se trouver une épouse. Davos a décidé de continuer à servir aussi bien le Nord que les Baratheons, et voilà qui tombe bien puisque Arya et Gendry ont décidé de s'unir. Toutefois, Gendry ne sera reconnu que plus tard par la couronne comme un Baratheon légitime, car avant cela, il faut qu'Arya donne naissance à un héritier pour permettre au nom de Stark de perdurer. Sansa et Tyrion ont donné un nouveau sens à leur ancien mariage pour permettre aux querelles entre leurs familles de s'estomper plus rapidement. Et Daenerys a donné naissance à une petite fille et elle l'a appelée Lyanna. Une part de Daenerys souhaite encore régner sur Westeros, c'est un rêve qui était ancré depuis si longtemps en elle, et puis par état de fait, elle en est actuellement la reine. Mais toutefois, trop de choses ici lui rappellent Jon, et c'est pourquoi elle a décidé pour le moment de retourner avec sa fille vers Essos et de confier la régence de Westeros à Tyrion et Sansa. Il existe maintenant des liens forts entre la plupart des royaumes. Après que Bran ait renoncé à ses droits, Sansa a hérité du Nord, sachant que c'est Arya qui s'y est installée avec Gendry. Gendry, justement, récupérera le titre de seigneur des terres de l'orage quand la couronne le légitimera. Sansa est aussi soutenue par Edmure Tully depuis Vivzeg pour la région du Conflent et Robin Arryn depuis les Airiers pour le Val. Pour ce qui est du Bief, c'est finalement Samwell Tarly qui a hérité du titre de seigneur. Il a laissé de côté son rêve de devenir maître, même s'il consacre toujours beaucoup de temps au livre, il veut aussi en avoir pour sa famille, qui promet déjà de s'agrandir. Avec Yara Greyjoy à la tête des îles de Fer, les pillages seront remplacés par des accords de transport maritime. Pour l'instant, il ne reste donc plus que Dorne comme point d'interrogation sur la stabilité de Westeros. En effet, une guerre civile y fait rage pour la succession. Brienne de Tarth a été nommée capitaine de la garde royale, tandis que Sandor officie maintenant comme maître d'armes de Winterfell. Podrick, de son côté, a repris son service auprès de Tyrion Lannister, même si certains affirment qu'il aurait investi dans la renaissance de certains lieux de divertissement très prisés de la capitale. Avant de partir pour Essos, Daenerys a décidé d'effectuer un périple bien particulier avec sa toute jeune fille Lyanna. Sur le dos du puissant Drogon qui ne cesse de grandir, elles partent vers le nord, dépassant les ruines du mur, et volent bien au-delà encore. Chaudement emmitouflées, elles arrivent finalement en vue d'une sorte de grande formation rocheuse, comme une montagne creuse aux airs de forteresse.
C'est Bran qui lui a indiqué comment trouver cet endroit. Portant sa fille tout contre elle, Daenerys avance contre le vent glacé. Entre les murailles de pierre naturelle, une silhouette isolée attend. Daenerys avance jusqu'à celui qu'elle aime et son cœur se serre du plus profond des chagrins. Jon est là, seul, il veille sans repos, il tourne vers elle son regard glacé. Elle est toute proche et le front de la petite Lyanna est à portée de sa main froide et blanche. Pourtant, celui qui fuit Jon retient sa main. Il ne touche pas l'enfant, mais plutôt fixe le regard de Daenerys. Et dans ces deux saphirs sans fond, la reine semble deviner une lueur de compréhension, de familiarité, et c'est même un demi-sourire qu'affiche Jon en reconnaissant sa fille. Daenerys sait bien qu'ils ne peuvent se toucher. Après un dernier et long regard, elle fait demi-tour et repart vers la vie. Quant à Jon, sentinelle éternelle et solitaire, il attend, et surtout se souvient. Et voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop cassé le moral, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, puisque je continuerai bien évidemment à proposer différentes formes de théories pour Game of Thrones d'ici la saison 8, et puis quand la saison arrivera, on n'en parle même pas. Je vous rappelle aussi que j'ai un Tipeee pour ceux parmi vous qui peuvent se permettre d'aider la chaîne, et je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!